Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un penseur assez fascinant et, disons-le, assez provocateur, le philosophe français Michel Clouscar. On va explorer ensemble sa vision très particulière de ce qu'est devenu le capitalisme moderne. Allez, on commence par le point de départ de toute sa réflexion. C'est une sorte d'énigme, une promesse qui semble contradictoire. C'est un constat assez simple, finalement. D'un côté, on n'a jamais eu autant accès à des biens de consommation, à des droits politiques, la liberté, l'abondance, c'est le grand discours. Mais de l'autre, eh bien, beaucoup ressentent une pression constante de l'anxiété économique, de l'austérité, et c'est justement cette contradiction qui a obsédé Clouscar. C'est de là que tout part. Alors, pour Clouscar, attention, ce n'est pas du tout le fruit du hasard, non. Pour lui, c'est le résultat d'un véritable projet de société, un projet qui ne dit pas son nom. Une stratégie qu'il va traquer en plongeant dans l'histoire de la France juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors justement, ce nouveau type de société, quel nom Clouscar lui donne-t-il? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Eh bien voilà, le but ultime du capitalisme, selon Clouscar. Il appelle ça la société civile. Mais attention, ce n'est pas la société civile au sens habituel. Pour lui, c'est une société qui est devenue un immense marché. Un marché total, où tout, je dis bien tout, de nos relations aux désirs les plus intimes finit par être transformé en marchandises. Et c'est là que ça devient vraiment subtil. C'est la grande astuce du système si on suit Clouscar. Il parvient à s'approprier le mot, l'idée même de liberté. En fait, il réussit à faire croire que la liberté d'acheter et de vendre, la liberté du marché, quoi, eh bien c'est la même chose que la liberté humaine tout court. Et cette confusion est absolument centrale. Et pour nommer cette société de marché qui dévore tout, Clouscar va chercher un terme très fort, un terme qu'il emprunte à un autre philosophe, Hegel. Il l'appelle la bête sauvage. Ok, mais alors comment fonctionne cette stratégie? Parce que c'est là que l'analyse de Clouscar devient vraiment, vraiment surprenante. Alors là, il faut bien s'accrocher parce que l'idée est vraiment à contre-courant. Oubliez l'image du complot, du petit groupe qui tire les ficelles en secret. Non, non, non. Pour Clouscar, on est face à une stratégie qui est immanente, inconsciente. C'est-à-dire qu'elle est partout dans le système, mais personne ne l'a vraiment planifiée. C'est une stratégie si profonde que même ceux qui la mettent en œuvre, ces agents, n'en ont pas une conscience claire. Ça peut paraître paradoxal, hein? Une finalité sans représentation de la fin. Comment un système peut-il avancer vers un but si personne ne connaît ce but? Eh bien, pour Clouscar, c'est justement ça, sa force. C'est parce que l'objectif n'est jamais dit, jamais formulé, qu'il peut être poursuivi avec une efficacité implacable. Il n'y a pas de plan à dénoncer puisqu'il n'y a pas de plan conscient. Et c'est ça, son camouflage parfait. Comment trahir une stratégie qui ne se sait même pas être une stratégie? Elle opère au vu et au su de tout le monde, avec ce que Clouscar nomme une innocence fonctionnelle. Tout le monde participe, en toute bonne foi, sans voir le projet d'ensemble. C'est là, sous nos yeux, mais on ne le voit pas comme une stratégie globale. Alors concrètement, comment ça marche? Clouscar va décomposer cette stratégie en 3 grands domaines, 3 visages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont l'air de se contredire complètement. Alors voilà les 3 piliers. D'abord, une forte oppression économique, ensuite, un libéralisme politique quasi total, et enfin, une grande permissivité morale, au niveau des mœurs. Économie, politique, morale, on va regarder ça de plus près. Premier pilier donc, l'économie. C'est la base, le moteur de la machine. Pour que ça tourne, pour maximiser les profits, le système impose à ceux qui travaillent l'austérité, le productivisme à outrance. C'est la sphère de la contrainte, du devoir. Deuxième pilier, le politique. C'est la vitrine, si on veut. Pour faire accepter la dureté économique, le système met en avant la démocratie formelle, le discours sur les droits de l'homme. C'est le visage souriant, le visage respectable qui vient légitimer tout le reste. Et on arrive au 3e pilier, peut-être le plus inattendu, la morale, ou plutôt les mœurs. Dans l'analyse de Clouscar, attention, la libéralisation des mœurs n'est pas juste un progrès social. C'est aussi, et peut-être surtout, une manière géniale de créer de nouveaux besoins, de nouveaux désirs, pour ensuite pouvoir les satisfaire avec des produits. C'est l'ouverture de ce qu'il appelle le marché du désir. Et voilà le point absolument crucial chez Clouscar. On pourrait croire que ces 3 domaines se contredisent. Comment peut-on avoir l'austérité au travail et la permissivité dans les loisirs? Eh bien pour lui, ce n'est pas une contradiction qui affaiblit le système. Au contraire, c'est le moteur de son fonctionnement. La tension entre ces 3 pôles, c'est ça qui fait tout tenir. Bon, tout ça peut sembler un peu théorique, un peu abstrait. Mais Clouscar, lui, ancre toute son analyse dans l'histoire bien concrète de la France. Plus précisément, dans la période de reconstruction, juste après la guerre,
Selon lui, à ce moment-là, toutes les conditions étaient réunies en France. On avait quoi? Une économie à reconstruire, une sorte de page blanche. On avait un modèle qui marchait déjà très bien, le modèle américain de consommation. On avait l'argent pour le financer grâce au plan Marshall. Et surtout, on avait un État français très fort, très centralisé, parfait pour piloter cette grande transformation. C'est de ce cocktail qu'est né, selon Kluskar, le capitalisme monopoliste d'État. Au final, le but ultime de cette bête sauvage, si on suit le raisonnement jusqu'au bout, c'est quoi? Ce n'est plus seulement de vendre des objets, des voitures ou des frigos. Non, le but, c'est de transformer la culture elle-même en produit. C'est de vendre des modes de vie, des identités, et finalement une certaine idée de la liberté, mais une liberté qui a été préemballée pour être consommée. Et ça nous amène à la question finale, une question qui est vraiment au cœur de la pensée de Kluskar. Si on vit dans une société où la liberté est devenue une marchandise comme une autre, alors quel est son vrai prix?